Bonsoir, bonsoir à vous mes frères de couleur et de douleur. Bonsoir très chers frères et sœurs. Je vous reviens après une relative absence. Mais autant je vous salue, autant je voudrais dire merci au médecin de nos âmes, au créateur de l'univers, celui qui nous permet d'être là en ce jour, à qui nous devons notre souffle. Quel que soit le nom que vous lui donnez, il n'y a de Dieu que Dieu. Merci Seigneur. Quand je dis ça, je voudrais déjà ici encore renouveler et témoigner ma sympathie et mon affection à chacun d'entre vous, à mes frères d'ici et d'ailleurs. Je me sens le devoir et l'obligation de venir échanger un peu avec vous. Nul n'est pour moi le besoin de rappeler la situation que traverse le monde, l'univers, la pandémie du Covid-19 qui a forcé un confinement ci et là. Je pense que de ma posture de médecin, j'ai forcément le devoir et la mission de parler ex-quality et évidemment de venir faire une espèce d'update et de débriefing pour ce qui est de l'évolution de la situation. J'ai apprécié avec beaucoup de joie le fait que ci et là, les différentes mesures prises dans la lutte, dans le but de freiner la propagation du virus, du coronavirus, tout ce qui a été fait ci et là est à saluer déjà. Maintenant, vous conviendrez avec moi que quelles que soient les précautions qu'il faut prendre, qui n'ont pas besoin d'être dictées en réalité par quelqu'un du domaine, parce qu'il va de soi que lorsqu'on est en situation de guerre, tout élément utile à la survie doit être pris en compte. Mais je me suis senti tout de même le devoir de faire un rappel mémoire et de revenir encore comme ça, apporter ma touche à moi dans cette dynamique-là. Yeah. Aïe. Hmm? Hmm. Hat sie sich dann gegen Essigenrad entlassen oder wie war das? Ist sie dann gegen Essigenrad entlassen worden? Okay, was ist dann die Frage? Wie, ja, das muss ich rausfinden. Wie heißt sie nochmal? Frau Wilk? Okay. Gut, dann muss ich mal durchchecken. Dann melde ich mich bei Ihnen so in 15 Minuten, 20 Minuten ungefähr. Ne? Okay, ich halte mal ein Feedback. Okay, bis dann, tschüss. Je m'excuse, il est 22h25 ici, je suis d'astreinte comme vous pouvez le constater. Donc je disais, vous avez eu des conseils, des avis, une grande mobilisation ci et là pour ce qui est des mesures barrières, c'est-à-dire se laver les mains, porter des masques, etc., etc. Je vais pas revenir sur tout ça. Ce dont je voudrais parler ce soir, c'est de l'état actuel de l'avancée de la science. Évidemment, lorsqu'on est sur le terrain, déjà permettez-moi de cette tribune pour saluer comme ça ceux qui, malgré toutes les mesures, ne peuvent pas se confiner à 100%. Je parle là à de tout le personnel médical, le personnel soignant, des infirmières, des médecins, qui jour et nuit, des techniciens de surface,
dans les hôpitaux, qui jour et nuit d'arrache-pied se battent ci et là pour pouvoir maintenir le bateau sur les vagues. Vous voyez, nous prenons des risques énormes. Vous me direz, ça fait partie de la profession, oui, mais nous voudrons aussi bien ne pas exposer nos familles, rester confinés. Seulement, ça ne peut pas se faire parce qu'il faut continuer à prendre soin des patients. Il faut continuer à rester au four et au moulin. Et donc, je salue là tous ceux qui font preuve de bravoure et qui ne renoncent pas, que ce soit au serment d'Hippocrate, que ce soit à l'appel du sacerdoce qu'ils ont fait hier ou avant-hier. Je salue tout cela et je vous dis que tout ce que vous faites, vous le récolterez certainement au centuple d'une façon ou d'une autre, dans cette vie ou dans une autre. Bien. Vous connaissez déjà tout ce qu'il faut faire. Tousser dans le coude, si ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est parler des résultats qui ont été présentés par le professeur Raoult Didier, que je salue au passage. Vous voyez, c'est avec beaucoup de peine que j'aborde cet aspect-là, parce que, en tant qu'Africain, négro-africain, il y a une certaine fierté qui est blessée. Pas parce que le professeur Raoult, en réalité, c'est un compatriote, pour emprunter ça au jargon médical, parce que, voilà, c'est un compatriote, c'est un collègue. Il a le mérite qu'aurait pu avoir certains des nôtres aussi chez nous. Vous voyez? Il a eu le mérite de dire haut ce que les autres n'ont pas eu le courage de dire. Il y a une bataille qui se mène entre les firmes pharmaceutiques. Et c'est de ça que je voudrais parler. Vous voyez? Le bas peuple est victime lorsque les éléphants se battent. Ce sont les zèbres qui en pâtissent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'au-delà du confinement, au-delà de toutes ces mesures prises, il faudrait se rendre compte du fait que le coronavirus nous permet d'avoir une courbe, une projection, une vue panoramique de ce que sont les relations entre États, les relations entre les plus forts, entre l'élite oligarchique et le bas peuple, très souvent opprimé et qui subit. Le professeur Raoult présente là une molécule qui est utilisée depuis des lustres dans le traitement prophylactique du paludisme. Nous avons tous avalé la chloroquine, la nivaquine ou l'hydroxychloroquine d'une façon ou d'une autre. Alors, il nous présente là ce médicament en association à l'azithromycine, qui est un macrolide, donc un antibiotique, pour prévoir les super-infections bactérielles. Parce qu'il faudrait que j'explique pour le commun mortel. Lorsqu'on est atteint d'une maladie virale, il est possible que le virus puisse par la suite entraîner une infection, une super-infection bactérienne. Parce qu'on n'utilise pas d'antibiotiques contre les virus, mais on utilise des antibiotiques contre les bactéries. Alors, le virus peut entraîner une super-infection antibactérienne, et pour combattre la super-infection antibactérienne, il faut donc un traitement à base d'un antibiotique. Et l'azithromycine, parce que l'azithromycine a des propriétés aussi bien bactériennes que virales, il a plu au professeur Raoult d'utiliser ça dans le protocole thérapeutique. Donc, vous voyez, c'est une molécule qui aujourd'hui prend pratiquement les allures d'une molécule miracle. L'azithromycine est utilisée aussi dans les traitements des trucs comme les chlamydia, etc. Rosithromycine, etc. J'en passe. Mais là, c'est l'association de la chloroquine et l'azithromycine qui permet d'avoir les résultats qu'il a eus. Il faut rappeler que ça, ce sont des résultats littéralement expérimentaux, parce que fait sur un échantillon très réduit, 24 patients et aujourd'hui 80, voire 701 patients, d'après les dernières informations. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que nous évoluons dans un monde où seuls ceux qui prennent le courage de ramer à contre-courant peuvent avoir une place sous le soleil. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut prendre l'audace, prendre le risque d'être différent. Ne pas suivre la masse. Le quotient intellectuel de la masse est 0,0001. Nous ne pouvons pas changer le monde si nous sommes dans un mimétisme total, si nous faisons uniquement du suivisme. Oui, ok, parce que les gens font des vidéogrammes, on fait aussi des vidéogrammes. Parce que les gens font des directs, on fait des directs. Il faudrait comprendre le sens de notre vie sur Terre, très chers frères et sœurs. Je vous parle avec
une âme en peine. Parce qu'au-delà du coronavirus, je vois les enjeux d'une société africaine qui peut se prendre en charge si elle répond favorablement à son destin ou qui peut sombrer à tout jamais. Vous voyez, nous sommes à un carrefour. Oui, nous disons merci au professeur Raoult et toute son équipe et à tous ceux des autres chercheurs qui s'investissent, qui mouillent le maillot, ceux qui sont dans les laboratoires, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont à tous les niveaux possibles, à toutes les sphères possibles. À tout cela, nous tirons un coup de chapeau. Mais maintenant, pour vous, les citoyens lambda, pour vous qui m'écoutez, le citoyen lambda, je voudrais nous dire à tous que nous n'avons pas besoin d'attendre une pandémie avant de nous prendre en charge. Nous n'avons pas besoin d'attendre une pandémie de trop, une vague mondiale de souffrance de trop avant de nous prendre en charge. Il y a quelque temps, j'animais des directs ici parlant de la fragilité humaine. Je pense que le coronavirus vient nous rappeler en fait combien fragile est l'homme, combien fragiles sont nos systèmes. Où sont nos gouvernants? Où sont-ils? La peur domine. La peur domine. La peur, la présence de la peur est l'absence de foi. Autrement dit, la foi et la peur ne vont pas ensemble. Nos intellectuels de plateau, nos intellectuels de dimanche, où sont-ils en Afrique? Mais j'ai envie de savoir où ils sont. J'ai envie de savoir où ils sont. J'ai envie que ces personnes qui sont élevées en dignité, pour lesquelles nous faisons des mains et des pieds, à tort ou à raison, ça va de soi, j'ai rien contre. Je voudrais savoir où ils sont. Que l'humanité s'arrête. Que l'humanité aujourd'hui soit confinée. J'ai envie de rire, pas par moquerie, mais rire. Parce qu'en fait, je me dis, voilà une occasion de ressaisir en fait notre destin. Voilà une occasion qui nous est donnée de reprendre les choses en main. Alors, lorsque nous avons parlé du contenu thérapeutique, du protocole thérapeutique proposé par le professeur Didier Raoult, nous disons que nous avons besoin d'injecter plus dans la recherche dans nos pays. Oui, nous avons besoin. Nous avons des scientifiques dans nos pays, dans nos Afriques, dans nos pays en Afrique. Comme j'ai l'habitude de dire, l'Afrique c'est un pays et nos différents pays en Afrique sont des quartiers ou des villes. Oui, nous avons besoin d'injecter d'encourager, créer une émulation au niveau de la recherche scientifique. Pourquoi est-ce que les enfants aujourd'hui ne peuvent pas se lever avec le rêve de devenir de grands scientifiques, de devenir de grands médecins, de devenir de grands, je ne sais pas moi. Tout simplement parce que ces personnes-là ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc ça ne fait pas rêver. Vous voyez que le coronavirus nous amène à repenser notre vie et nos priorités de façon vraiment complète et totale. Il y a une totale bascule qui est nécessaire. Il faudrait restructurer nos façons de penser. Aujourd'hui, nous courons plus vite. Nous voulons être les meilleurs en tout ce que nous faisons. Ce n'est pas mauvais. Nous allons plus haut. Nous vivons plus longtemps, mais ne sommes pas forcément plus en santé. À quoi sert-il de vivre au-delà de 100 ans si on va traîner un cancer ou une maladie inguérissable? Une démence à partir de 60 ans. À quoi sert-il de repousser les limites de la vie s'il faut mal vivre? Ne faut-il pas peut-être vivre en bonne santé pendant 70 ans, 80 ans, 90 ans? Faut-il forcément repousser les limites de la vie et vivre avec des démences? En fait, ce que je voudrais dire par là, c'est que la qualité de la vie que nous menons est questionnée. Nous avons fait de grandes recherches, nous avons fait de grandes avancées. Nous avons fait, comme disait Frantz Fanon, qui est l'un de mes maîtres en termes de la production de la pensée et l'un de mes mentors dans le domaine médical, Frantz Fanon avait l'habitude de dire: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous sommes à un carrefour. À nous d'accomplir notre mission. Mais pour l'accomplir, il faut déjà l'identifier. Le coronavirus vient nous montrer combien fragiles nous sommes. Bonsoir, Patson. J'espère que tu vas très bien, très cher frère.
Coucou à ta petite famille. Le coronavirus vient nous rappeler notre fragilité et notre humanité. Arrêtons de nous vanter de je ne sais quoi. La vie d'un être humain ne tient qu'à un bout de fil. Alors je vais vous raconter comme ça les échanges que nous avons eus avec l'hôpital de Bergamo en Italie il y a 3 ou 4 jours de cela. Nous avons eu une vidéoconférence parce que nous sommes dans le nord-ouest de la Rhénanie-Westphalie, donc en Allemagne en ce moment. Nous n'avons certes pas encore la vague majeure, nous n'avons pas encore atteint le pic en termes de pénétration de la pandémie. Mais nous avons essayé d'échanger avec les confrères du côté de l'Italie. Nous avons donc appelé le médecin-chef de Bergamo, Bergamo qui est près de Milan. Ce que nous avons eu comme retour, c'est que tous les services dans cet hôpital à Bergamo ont été transformés en services de médecine interne. C'est-à-dire les services de gynécologie, les services de psychiatrie, les services de neurologie ont été transformés en services de médecine interne pour accueillir des cas urgents. Je le dis parce que en Afrique, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique, oui, il y a des cas qui remontent, mais c'est vraiment très loin de la réalité. Et puis le confinement fait que la vague est étalée sur une longue durée. C'est d'ailleurs ça le but, parce que sinon les systèmes vont suffoquer. Ils ne pourront pas décongestionner toute cette vague qui viendra. Donc le but du confinement, c'est d'étaler la pathologie sur une longue durée pour que les services d'urgence ne puissent pas être débordés en termes de capacité d'accueil. C'est valable pour l'Europe comme pour l'Afrique, comme partout ailleurs dans le monde. Alors à Bergamo, le médecin-chef nous a dit, ils reçoivent en moyenne 50 à 70 patients par jour. Sur les 50 et 70 patients qu'ils reçoivent, il y a en moyenne 20 morts tous les jours. Bien, nous ne sommes pas là dans l'industrie de la peur. Quand je vous le dis, ce n'est pas pour vous faire peur. D'ailleurs, les médias relatent déjà et relaient déjà assez d'informations négatives. Je ne suis pas là pour davantage créer la peur ou la psychose généralisée comme c'est le cas. Non. Je veux vous apporter un message d'espoir. Mais autant je veux vous apporter un message d'espoir, autant je me dois, pour le scientifique que je suis, d'être vrai et de vous donner des faits qui vous permettraient peut-être de prendre la pleine mesure de la chose. Si vous avez pris la pleine mesure de la chose, il faudrait quand même que nous réfléchissions sur certains cas. Alors, ils ont 20 décès par jour. Les couloirs, ça a été d'ailleurs reporté aussi par BBC et d'autres chaînes sérieuses. Les couloirs sont devenus des lits pour les patients parce qu'ils sont débordés. On parlait de 800 morts par jour à 600 morts par jour. Bref, vous voyez que le pic est encore très élevé. L'Espagne est embrasée. À qui le tour? En Allemagne, il y a des prévisions qui permettraient d'étaler, si la vague est véritablement étalée avec le confinement, si les mesures de confinement et de barrières sont respectées, et la vague est étalée sur 2 mois à 3 mois, évidemment, ça va monter encore. Mais au moins, on se dit qu'on n'atteindra pas les chiffres semblables à ceux de la peste espagnole de 1918, où on a eu en moyenne 100 millions de morts. Donc vous voyez, la pandémie du Covid-19, en termes de chiffres et en termes de pertes directes, ne cause pas des dégâts. Mais sauf que là, nous vivons quelque chose d'inédit. D'inédit. Nous menons une guerre mondiale contre un ennemi invisible, ou tout au moins visible uniquement au microscope et par les tests de PCR. J'ai bien envie, comme a dit la chancelière Merkel pour ce qui est de l'Allemagne, que le confinement en Allemagne, elle l'a dit, la réserve fédérale est telle que les gens pourront rester confinés pendant 6 mois sans avoir besoin des apports extérieurs et chacun pourra se nourrir, s'auto-alimenter sans avoir peur de quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de raison. Ça, c'est pour ce qui est des pays comme l'Allemagne. Pour la France, je ne sais pas trop. Mais ce qui me préoccupe, c'est mes frères de l'Afrique, mes frères des Caraïbes. Le prolétariat, entre guillemets, institutionnalisé. Nos pays, potentiellement riches, mais où nous traînons encore la patte. C'est ça qui me préoccupe. Comment allons-nous gérer ce confinement? Parce que ça a été décidé par les autres. Nos chefs d'État et nos leaders suivent. Ils sont dans une politique de mimétisme pur. Bien. Oui, le confinement chez nous en Afrique, au Cameroun et partout ailleurs
permettra d'étaler la vague sur plusieurs mois. Je vous le dis déjà, là, on se projette sur plus ou moins 2 mois, 3 mois, au moins. Au moins. C'est-à-dire que les méthodes de confinement seront peut-être allégées, les mesures associées au confinement seront peut-être allégées ci et là, mais de façon globale, ça va aller sur au moins 2 mois, 3 mois. On attend encore les pics parce que tous les épidémiologues s'accordent à dire que la vague dans certains pays, en Allemagne, n'est pas encore arrivée. Au Cameroun, elle n'est pas encore arrivée. Et quand on se confine, certains disent, mais on est confiné et les cas ne font que monter. Non, il y aura encore des cas et des cas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en quarantaine, qui vont être dépistés. Ça met du temps. Il y en a qui ne sont même pas encore dépistés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ces personnes-là vont sortir ici et là, ça fera augmenter considérablement, exponentiellement, le nombre de sujets atteints. Alors quand je reviens dans notre chère Afrique, regardez, il faut se confiner, il faut se laver les mains autant que faire se peut. Mais comment se laver les mains lorsqu'on n'a pas d'eau potable? Bonsoir Israël Stone. Comment se laver les mains lorsqu'on n'a pas accès à de l'eau potable? N'est-ce pas une chimère? Comment avoir accès à des désinfectants lorsque les prix ont exponentiellement augmenté? On gère ça comment? Je veux bien qu'on soit confiné. Je veux bien qu'on respecte prenne les mesures, respecte les mesures barrières. Comment on va respecter les mesures de confinement alors que nous n'avons même pas déjà le strict minimum? Je veux bien, mes frères, je voudrais que nous utilisions cette stratégie, cette situation pour réfléchir. Les Américains disent « No war should go to a waste ». Aucune guerre ne doit être vaine. Souvenez-vous, aucune crise, autant pour moi, aucune crise, no crisis should go to a waste. Lorsqu'il y a eu le Wall Street Center en 2001, un prétexte a été trouvé pour attaquer l'Irak. Ensuite, les prix du pétrole ont chuté. La situation destructive du Wall Street Center a été un prétexte pour que l'oligarchie dominante puisse aller à l'assaut des puits pétroliers. Ils l'ont fait et ça a rapporté quelque chose à leur peuple. Le coronavirus, le Covid-19, pandémie, au-delà de l'aspect médical et de toutes ses conséquences, vient avec des conséquences économiques majeures. Une restructuration mondiale, mais alors phénoménale. Et c'est à ça que je voudrais nous interpeller. Oui, nous devons utiliser cette opportunité de plus pour repenser nos systèmes de gouvernance. Au niveau individuel, que chacun se remette en question. Parce que c'est facile d'accuser l'élite gouvernante, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau individuel? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, j'ai bien envie de dire à mes frères de couleur et de douleur, lavez-vous les mains autant que faire se peut. Mais si en retour, c'est pour qu'on me dise, nous n'avons même pas d'eau potable. Nous n'avons pas accès à de l'eau. Et quand bien même, cette eau n'est pas potable. Que voulez-vous que je leur dise à ce moment? Je ravale ma langue. Je ravale ma langue. Comme le professeur Raoult, essayons de devenir anticonformistes. Ne faisons pas des choses pour plaire aux autres. Ne faisons pas des choses parce que c'est ce que la majorité fait. Ne faisons pas des choses parce que c'est le préjugé voulu de la majorité. Mais essayons de nous dire que, en tant qu'individu, il faut avoir l'audace d'être différent. L'audace de ne pas faire pour plaire. L'audace de ne pas paraître pour plaire. Mais il faudrait assumer ses convictions. Défendre ses convictions. Vivre pour une mission. Vivre avec passion. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Je ne viens pas aujourd'hui, essentiellement dans le rôle de médecin, vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, vous connaissez déjà. Ça, vous le connaissez déjà. Je voudrais juste vous dire que le monde
est en guerre, dans une guerre invisible. Je ne parle pas de la guerre du confinement, mais dans une guerre scientifique, pas possible. Vous avez des différentes théories complotistes, je ne vais pas revenir là-dessus. Quelles que soient les théories complotistes, je dirais, même dans la recherche du mal, même le mal qui est fait aux peuples qui n'ont pas accès aux richesses et aux diamants de l'universel, même dans la quête de faire du mal à ce peuple-là, il y a toujours, l'ironie de l'histoire le permettant, il y a toujours une manœuvre d'une main invisible qui permet que d'une façon ou d'une autre, ces peuples ne soient pas abandonnés. Qui aurait cru que la chloroquine viendrait là comme ça, comme solution relativement parfaite? Qui aurait cru que l'OMS, les communautés scientifiques, auraient accepté la validation de cette thérapeutique expérimentale sans qu'on ait fini tous les essais cliniques en laboratoire nécessaires? Nous sommes en temps de guerre. On ne peut pas attendre un vaccin qui viendra on ne sait quand, qui viendra dans un an. Les laboratoires les plus avancés nous parlent de 6 mois à 1 an. Mais on va mourir entre-temps. Alors, comme il faut toujours chercher à faire de la récupération, on nous dit, ne vous gênez pas, Africains, les indices épidémiologiques annoncent que chez vous ce sera grave, la vague sera très forte. Pour ce faire, nous préparons déjà un vaccin pour vous. Mais nous ne voulons pas de ces vaccins. Oui, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Parce que laissez-moi vous dire, dans mon service ici, nous avons eu lors de la dernière grippe saisonnière, tous les patients qui ont été atteints de grippe et qui ont dû, même certains collègues qui ont été atteints de grippe, étaient pour la plupart ceux qui avaient été vaccinés. Je ne dis pas que je suis diamétralement opposé contre les vaccins, quels qu'ils soient. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes en guerre. Et nous devons développer nos propres laboratoires pour qu'à un moment donné, nous ne soyons pas toujours dépendants de ce qui vient d'ailleurs. Je sais qu'il est plus facile de le dire que de le faire, chers frères et sœurs. Mais la problématique, je la pose pour que nous essayions ensemble de trouver des solutions. Que le confinement soit un confinement physique, mais pas mental. Que nous utilisons ce moment pour booster encore nos intelligences, pour chercher encore à nous armer, parce que nous sommes perdants dans la guerre. Voyez-vous, nous combattons pour notre souveraineté. Nous combattons pour que nous ayons notre propre monnaie. Nous disons oui, notre monnaie nous permettra de, au moins, tout au moins, de façon ostentatoire, d'asseoir notre souveraineté. Oui, parce qu'un peuple qui a sa monnaie est un peuple indépendant. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai dans la mesure où, dès qu'il y aura un vaccin, nous serons les premiers à aller courir pour avoir accès à ces vaccins. Nous serons les premiers à aller supplier pour des subventions, pour avoir la chloroquine ci et là, alors que ça ne coûte pas grand-chose. Vous voyez, nous vivons essentiellement dans la réaction. Nous ne sommes pas dans la prévision, nous ne sommes pas dans l'anticipation. Ja. Hi. Ja. Hat er sein 100 Milligramm Atosin bekommen? Ja, gib ihm einfach mal Supplikon 7,5. Ja, gib ihm einfach mal. Ich trage das dann an. Ist in Ordnung. Okay, bis dann. Tschüss. Vous voyez, très chers frères, ça va dans tous les sens dans mon esprit. Parce que l'urgence est telle que il faut une totale bascule. Il faudrait que nous arrivions au niveau où nous allons sacrifier nos égoïsmes et nos avantages personnels pour le bien du grand nombre. Sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à payer le prix? Figurez-vous, depuis que nous vivons cette crise de Corona,
autant j'ai fait mes recherches, autant je suis sur le terrain pour aider, en prenant tous les risques que ça comporte, parce que quand tu rentres à la maison, tu as ta petite famille, ton enfant qui veut venir tomber sur toi sans tenir compte du fait que, oui, même si tu t'es désinfecté, tu aimerais peut-être prendre une douche avant de le porter dans tes bras. Je ne veux pas parler de tous ces risques-là. Mais on se dit, si nous n'y parvenons pas maintenant, quand Quand allons-nous réussir? Quand? C'est maintenant ou jamais, chers frères. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est un rôle difficile, c'est une époque difficile, mais nous devons le faire. Nous ne pouvons pas nous dédire. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous dédire, nous ne pouvons pas abdiquer. Nous ne pouvons pas abdiquer. Il est pratiquement 23 heures et je fais un direct parce que du fond de mon bureau, j'ai ressenti l'urgence de la mission. Une énième fois. C'est un rôle difficile. C'est un rôle difficile, mais c'est le nôtre. C'est un rôle difficile, mais c'est le nôtre. C'est le nôtre. N'ayez pas peur. Corona ne fera pas autant de dégâts que la peste espagnole, que la grippe espagnole. N'ayez pas peur. Il y aura une vie après celle du Covid-19. N'ayez pas peur, parce que c'est le moment ou jamais d'invoquer et de convoquer le médecin de nos âmes. N'ayez pas peur, parce que c'est le moment ou jamais d'appeler et de faire appel à nos intelligences. Oui, faire appel à nos intelligences. Il faut faire appel à nos intelligences parce que nous avons la possibilité de répondre favorablement à ce challenge de taille qui se présente à nous. La vague continuera, les pics seront atteints, mais n'ayons pas peur. Je reviendrai demain vous parler de façon plus structurée, de façon thématique, parce que je voudrais que vous preniez la pleine mesure du challenge que nous traversons. Il y aura des répercussions économiques. Le panier de la ménagère sera atteint. Lorsque je me projette, je vois la souffrance de mon peuple. Cette souffrance me prive de sommeil. La souffrance de nos peuples est réelle. Elle est réelle. Mais figurez-vous, il y a eu le plan Marshall en Europe. Il y a eu les plans de rachat. Aujourd'hui, on parle de 500 000 milliards, je ne sais pas moi combien, qui seront mis à la disposition des économies européennes. Mais où est-ce que l'Afrique prendra le financement? L'Afrique tendra la main à ses maîtres, entre guillemets, d'hier, encore maîtres aujourd'hui. Oui, l'Afrique tendra la main pour dire, nous sommes dépendants de l'aide. Quel sacrilège en 2020. Chers frères et sœurs, la tâche est tellement immense que nous ne savons peut-être par où commencer. Mais vous et moi, nous avons la capacité de changer les choses. La première chose, c'est de ne plus attendre des crises avant de réagir. C'est que chacun à son petit niveau redéfinisse le sens de sa vie. Abandonne l'égocentrisme et l'égoïsme exacerbé pour se demander qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice. Nous faisons des conférences, nous faisons des partages, nous faisons des conférences, nous avons des moments où nous sacrifions nos heures de sommeil. Juste parce que nous voulons apporter
Le savoir. Chers frères, la clé, c'est le savoir. Israël Stone. Oui, mais je ne vois pas de questions, Israël Stone. Je ne vois pas de questions. Il faut peut-être les rédiger à nouveau. Je veux bien répondre à toutes les questions, mais je ne les vois pas. La clé, c'est activer nos intelligences. Chacun de nous à son niveau. Nous avons, je vous ai parlé du cas du médecin, des échanges que nous avons eu avec le médecin de Bergamo. Il y a eu des échanges avec des médecins d'autres villes, en Italie toujours. En Espagne, nous essayons, certainement lundi ou mardi, nous allons entrer en contact avec les collègues du côté de l'Espagne, de Madrid notamment, pour prendre à chaud le pouls et pouvoir vous donner des informations chaudes, pas celles que vous avez à la télé, qui sont malheureusement très souvent déjà filtrées, tamisées et qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Nous allons vous donner des informations chaudes, croustillantes. Dans notre hôpital, nous avons avant le coronavirus, nous avons eu une vague de patients qui étaient atteints de la grippe influenza. Bonsoir Marcel. Ah, super que la France soit connectée. Nous avons des patients qui ont été atteints de la grippe influenza, grippe A. Nous avons dû isoler certains patients et puis après, bam, nous avons eu la vague du corona. Ça fait que tous nos patients sont systématiquement soumis à des batteries de tests, que ce soit pour le corona, que ce soit pour la grippe saisonnière, l'influenza. En ce moment, nous avons un service qu'on appelle d'ailleurs service corona. Vous voyez comment l'ennemi, le diable est méchant. Hein? Aujourd'hui, on a déjà nommé une station, un service du nom de la pathologie du virus corona. Comme quoi, ne soyez pas surpris que toutes les informations que vous avez des chaînes ci et là soient des informations négatives. C'est toujours tel nombre de morts. On ne vous dit pas le nombre de personnes qui se remettent sur pied. Oui, parce qu'il faut commercialiser la peur. Il faut commercialiser la terreur pour après vous faire passer des lois économiques comme des pilules, qui sont en réalité des pilules amères, que dans d'autres conditions, vous n'avalerez pas. Mais ça passera parce que oui, oh corona, corona, oh corona, corona. Mais corona, c'est une affection respiratoire. Je ne voudrais pas la banaliser parce qu'elle est sérieuse. Elle est sérieuse. En Italie, où se trouve d'ailleurs ma soeur aînée, elle est en plein au cœur de cette pathologie, au cœur de ce séisme, de cette guerre invisible contre le Covid-19, dont je ne peux pas vous dire que ce n'est pas une réalité. C'est une réalité. Ça me vient d'ailleurs froid au dos quand je vois comment les méthodes de la distance sociale ne sont pas respectées au Cameroun, où des gens sont toujours agglutinés. Autant je dis qu'on n'a pas d'eau potable pour se laver les mains à tout moment, autant j'ai envie de dire que faisons quand même ce qu'on peut faire. Les postillons, c'est-à-dire les crachats qui sortent de la bouche des gens lorsqu'ils parlent, ce sont des vecteurs du virus. Et il a été prouvé qu'à plus d'un mètre, le virus ne peut pas vivre. Alors, faisons l'effort d'appliquer ces règles basiques. C'est un effort. Papa Manu Dibango est parti, vous me direz, il était âgé. Oui, mais un collègue à moi, à pratiquement 2 heures de là où je me trouve, dont le fils a été diagnostiqué positif au corona, est entre la vie et la mort. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, coronavirus. Le Covid-19, c'est une réalité, ce n'est pas une chimère. Ce n'est pas une invention seulement. Oui, que ce soit une invention en laboratoire. Aujourd'hui, le fait est là. La pathologie est sérieuse. Autant il ne faut pas avoir peur, autant la peur n'est pas le médicament, autant il faut activer sa foi, autant il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et il faut utiliser ce moment de confinement pour réfléchir. Ne confinons pas nos cerveaux. Vous voyez, notre société a passé le temps à aduler seulement les stars de la musique. Oui, je suis musicien, d'accord. Mais n'empêche que je fasse un regard, une lecture, une analyse froide de la situation. Nous avons adulé les stars de la musique. Nous avons adulé les stars du cinéma, les acteurs. Nous n'avons que très peu valorisé
ceux qui produisent de l'intelligence. Nous avons très peu valorisé nos scientifiques, nos chercheurs. Ils ont des salaires minables. Au point où personne ne s'intéresse à la recherche. Et quand bien même les gens s'intéressent à la recherche, on ne leur donne pas le minimum pour qu'ils puissent se déployer. J'ai comme ça en pensée le professeur camerounais Anomangou qui a fait des recherches, mais alors terribles, exceptionnelles, sur le VIH-Sida, avec des propositions, mais il n'a jamais eu accès à un brevet d'invention. S'il avait été américain, il l'aurait certainement eu. S'il avait été d'un autre pays, la communauté scientifique de son pays l'aurait accompagné. Où sont nos intellectuels? Où sont les chercheurs de chez nous? Où sont-ils? Nous sommes champions pour brailler sur les plateaux. Nous sommes champions pour nous rassurer que nous sommes à 4 épingles chaque dimanche lorsque nous sommes sur les plateaux. Aujourd'hui, c'est chacun qui... C'est maintenant que les experts doivent venir parler ex-quality. C'est maintenant. Nous n'allons pas laisser les incultes. Ce n'est pas une insulte contre l'intelligence collective. Mais nous n'allons pas laisser des personnes qui n'en ont pas compétence venir nous vendre la peur. Qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la chloroquine, l'azithromycine, comme solution du moment. Respectons les autres mesures. Respectons les autres mesures de barrière. Respectons la distance sociale d'1 mètre, 1,5 mètres, pour que les postillons ne nous parviennent pas. Lavons-nous les mains, faisons tout ce qu'il y a à faire. Mais après ça, et pendant ce temps, pendant le confinement, ne regardons pas que les films, télénovelas, n'en avons-nous pas assez de tout ça? J'ai rien contre. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais j'ai rien contre. Mais est-ce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, au-delà de dire Biya doit partir, ça sert à quoi si Biya part et que le système reste en place? Et Adema n'est-il pas parti? Est-ce que les choses ont changé au Togo? Après l'assassinat de Gilles Christ Olympio, Yacine Bey Adema est parti. Est-ce que les choses ont changé au Togo? J'ai envie de vous dire non. Au Gabon à côté, nos frères gabonais, Omar Bongo Djimba n'est-il pas parti? La situation a-t-elle changé? J'ai envie de vous dire non. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir un changement ni de personne ni de système, mais je dis qu'il faut surtout un changement de système. Et quand je l'ai dit, je dis, serrons-nous les coudes, plus que jamais, redéfinissons nos priorités et allons en guerre. Allons en guerre. Organisons-nous d'abord, parce que nous ne pouvons pas aller en guerre si nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'organisation. Un petit microbe vient faire trembler toute la planète. Un petit microbe, un tout petit comme ça. Même les églises, nous les leaders spirituels, les guides spirituels, sont à la peine. On multiplie les jeûnes et les prières, sans discernement, sans instruction divine. On prie un Dieu pour qu'il envoie la solution. Mais est-ce que Dieu a créé la table? Dieu n'a pas créé la table, Dieu n'a pas créé la chaise. Pourtant, Dieu a créé tout ce qui existe. Dieu nous a donné la matière grise pour pouvoir créer ces choses, pour pouvoir générer tout ce dont nous avons besoin. Pour ceux de culture judéo-chrétienne, il dit dans le psaume 24:1 que les hauts cieux lui appartiennent, mais la terre, il l'a donnée à l'homme. C'est le moment de vivre en harmonie avec les éléments de la nature. C'est le moment de se dire que notre peuple ne pourra pas continuer à être traîné comme ça. Parce que je vous dis, je n'ai pas besoin d'être prophète. Je n'ai pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. C'est un secret de Polichinelle. Ce qui vient après le coronavirus sera très fort. Ça a une magnitude d'un tremblement de terre à haute échelle. Ça a la force d'un tsunami. Seuls ceux qui sont préparés pourront y faire face. Seuls ceux qui sont préparés pourront y faire face. Je n'ai pas envie de parler
de toutes les conséquences économiques attachées à la situation de crise que nous vivons. Mais ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que je me donnerai encore, comme ça a d'ailleurs toujours été le cas, l'intime devoir de vous faire un update scientifique, c'est-à-dire une actualisation scientifique, autant que faire se pourra, quitte à sacrifier quelques heures de sommeil, une fois de plus pour vous, mais pour que vous ayez les bonnes informations. Parce que je pense que recevoir des informations des personnes qui sont sur le champ de bataille, c'est certainement plus rassurant que de devoir tout simplement écouter un ministre de la Santé qui ne dit que ce qu'il a pris des chercheurs scientifiques. Mais là aussi, je nous appelle à être un peu indulgents envers nos décideurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, en France ou partout ailleurs. Ces décideurs politiques, en réalité, il faudrait comprendre comment ça fonctionne. Je ne veux pas les dédommager, loin s'en faut. Si vous comprenez mon propos et ma bataille contre l'impérialisme et l'oligarchie dominante, vous comprendrez très bien que je serai le dernier à le faire. Si vous savez qui sont mes mentors, quand je parle d'Ernesto Che Guevara, qui était un médecin interniste infectiologue, quand je parle de Frantz Fanon, qui a mené une lutte de la libération, qui a écrit Peau noire, masque blanc, et les damnés de la terre, qui pendant longtemps a travaillé pour le système dominant de la France, jusqu'au moment où il a été impliqué dans la guerre en Algérie et s'est rendu compte que non, il devait en tant que psychiatre être plutôt auprès des peuples opprimés. Vous comprenez que je serai le dernier à caresser les systèmes gouvernants de chez nous dans le sens du poil. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces personnes-là ne font que le relais des informations que les scientifiques donnent. C'est-à-dire que le président Macron ou le ministre de la Santé chez nous, et ceux d'ailleurs, ne peuvent pas dire ce qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'ils n'en ont pas qualité, ils n'en ont pas compétence, ils n'ont pas peur de le dire. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent rien à la virologie, ne comprennent rien à la médecine, ne comprennent rien à la recherche scientifique. Du moins, ce n'est pas de leur ressort. Ce faisant, ils sont étroitement dépendants des chercheurs de la communauté scientifique. Or, et voilà tout le problème, dans la communauté scientifique, il n'y a pas unanimité. Parce qu'il y a des enjeux, des intérêts, des grandes firmes pharmaceutiques. Le Maroc a racheté par le groupe Sanofi une bonne quantité. Ils ont fait une production excessive, enfin pas excessive, abondante je voulais dire, de quinine, hydrochloroquine, parce qu'ils savaient. Ils ont très vite eu vent du fait que l'hydrochloroquine et l'azithromycine seraient efficaces. Ils ont acheté ça. Voilà un gouvernement prévoyant qui, au cœur de la crise, a quand même pris des dispositions. Comparaison n'est pas raison. Je n'ai pas envie de citer des gouvernements moins prévoyants, mais on se comprend. Regardez de l'autre côté de la glace. On se comprend. Donc ces gouverneurs, ces gouvernants, autant pour moi, si le directeur de l'OMS Afrique ou bien le chercheur le plus en vue, parce qu'il est dans un réseau plus ou moins écouté des gouvernants, dit, voici l'état de la recherche, voici ce que nous avons comme nouvelle, comme indice dans l'évolution de la recherche, les gouvernants reprennent ça, c'est comme un refrain. Ils reprennent ça en refrain et ils disent, oui, nous avons eu tel nombre de morts, la recherche est à tel niveau. On attend que les puissances européennes prennent des décisions pour dire oui aussi dans la politique des peuples alignés, confinement en France, oui, confinement en Allemagne, ok, confinement au Cameroun, confinement en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on dit, ok, les grandes métropoles occidentales, Istanbul, seront confinées, mais tout le pays ne sera pas dans un confinement restrictif et contraignant. En Afrique, on voit, ok, la capitale Kinshasa va vivre un confinement et sera coupée des autres pays. Oui, pour éviter qu'il y ait une propagation de la pathologie. Mais en fait, j'ai envie de dire, autant c'est bien, autant c'est des méthodes, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, porteuses, autant ça ne cadre pas avec la recherche de souveraineté que nous avons très souvent
souhaité obtenir en disant par exemple qu'il faut qu'on sorte du franc CFA. Oui, je sais que le franc CFA, nous payons des contributions dans le fonds d'investissement français. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on se rapproche des pygmées du village? Regardez par exemple la péridurale. Oh, quand j'y pense, les pygmées qu'on a très vite fait de taxer de personnes rétrogrades. Est-ce que vous savez que les pygmées font 10 à 12 accouchements sans jamais avoir un ventre prominent? Le ventre est plat. La péridurale, elle se pratique dans nos pays depuis longtemps. On a vécu ça, c'est-à-dire que tu as ta grand-mère qui te cherche une plante, qui te la donne, tu mâches, tu accouches aujourd'hui, demain tu es déjà au champ. C'est des choses réelles chez nous. Mais nous avons tourné le dos à tout ça parce que la transmission aussi des savoirs ne s'est pas faite de façon continue. Parce qu'à un moment donné, ceux qui étaient en possession des pouvoirs, donc de la connaissance, ont voulu troquer ça contre de l'argent. Ont utilisé ça pour faire du mal. Le fait de savoir que le couteau coupe les oignons et que le couteau peut me servir de poignard pour tuer mon frère me donne un pouvoir, la connaissance. Mais maintenant, au lieu d'utiliser le couteau pour la tomate et les oignons, si je l'utilise pour poignarder mon frère, je fais une mauvaise application de ma connaissance et là ça devient de la sorcellerie. C'est donc ça que notre peuple subit. Oui, il y a beaucoup de plantes dans la forêt tropicale, dans la forêt équatoriale. Le jardin botanique de Limé. Nous avons certainement beaucoup de plantes là. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les médecins se rapprochent encore davantage des naturopathes pour trouver comment, de façon simpliste et peut-être basique même, répertorier encore, augmenter le répertoire de toutes les plantes que nous avons déjà, qui ont une certaine efficacité, et se dire, ok, la médecine moderne, entre guillemets, nous propose un exemple comme ça, peut-être la quinine, contre telle pathologie. La médecine africaine, je préfère l'appeler ainsi, nous propose des feuilles de ndolé, par exemple, je dis ça parce que c'est amer. Vous voyez un peu? Donc je pense qu'il y a ce travail à faire. Il y a ce travail à faire. On ne peut pas passer tout le temps à danser, à s'agiter et à se contenter de ça. Allô? Ja. Ich melde mich gleich nochmal. Ich habe bis jetzt keinen Zugang gehabt zu den Daten von der Dame, weil die war. Bitte? Alles klar, stell mal durch. Ja, Dr. Kompanie, hallo. Genau, ich wollte nämlich sagen, ich habe immer noch keinen Zugang, mein Computer ist hat total gespinnt, ich habe immer noch keinen Zugang zu Ihren Daten. Das werde ich sowieso definitiv erreichen können, das werde ich rausfinden. Allerdings, ich habe im Moment keine Möglichkeit, mich einzuloggen. Ist ein bisschen blöd. Über Pflegepersonal geht das leider nicht, weil die haben dann begrenzte Möglichkeiten. Na, vielleicht noch mal ein bisschen Zeit anräumen. Ich melde mich dann auf jeden Fall. Genau, das wäre nicht verkehrt. Genau, ich schreibe mir das dann auf. Ja, wie lautet die Faxnummer? 02202, ja. 122 23 32. Okay, für die Frau Will, ne, das schreibe ich dann da als Anschrift. Beziehungsweise ich vermerke das da auf dem Zettelchen. Welche Symptomatik weist sie denn so auf im Moment? Ja. Hat sie dann Berodual-Spray oder so? Mhm. Mhm. Ja, die war bestimmt bei uns wegen psychischer Stabilisierung eigentlich. Und
da hat sie bestimmt, wenn überhaupt, ein niederpotentes Neuroleptika dann halt bekommen. Ne? Also wenn es wirklich um die Medis geht, ich würde sagen, die ist dann einfach ambulant, die sollte dann halt nach Hause, wenn die irgendwie jetzt kreislaufstabil und hemodynamisch stabil ist. Ne, mit der Bitte, sich dann bei uns dann nochmal vorstellig zu machen, in den nächsten Tagen dann halt, wenn das nicht besser geht. Ne? So können wir das auch machen. Alles klar. Okay, bitte nicht dafür, tschüss. Je m'excuse, vous voyez, je suis d'astreinte, donc je suis au travail, je me dois de prendre les appels des collègues. Voilà. Donc, que vous dire, il y a des enjeux multiples, des enjeux économiques, des enjeux sanitaires, mais je disais que nous avons un travail de constitution de notre répertoire à faire. Nous devons constituer notre répertoire. Nous devons identifier nos forces, ce que nous possédons déjà, en termes de panacées, en termes de plantes. Parce que, vous voyez, c'est bizarre qu'une simple affection respiratoire soit la cause de tout ce tumulte universel et mondial. Mais c'est bizarre. Alors que des gens sont allés sur Mars, sont allés sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Mais c'est bizarre. Oui, je ne dirais pas que c'est la fin du monde et que nous vivons l'apocalypse et que Dieu veut nous rappeler que les temps de la fin sont là. Oui, nous sommes dans cette logique-là depuis. Il y a eu des crises plus néfastes, c'est-à-dire qu'en 1918, c'était alors véritablement la fin du monde avec 100 millions de personnes. En fait, quand je dis ça, c'est pour dire que il ne faudrait pas que la frénésie nous emporte. Il ne faudrait pas paniquer. Posez vos questions. Quand vous avez des questions, vous ne comprenez pas quelque chose. Lorsque vous doutez, parce que vous ne savez plus à qui vous confier, on vous dit au journal ci, on vous dit telle radio, telle télévision vous dit cela, vous êtes en ballottage, vous ne savez plus à quoi accorder du crédit. C'est à ce moment-là qu'il faut revenir vers des personnes qui se disposent de vous accorder l'information gratuitement. Des personnes qui ont juré la main sur le cœur de contribuer activement à la libération de notre peuple. Je vis des moments troubles, je vous assure. Je vis des moments troubles et je ne suis certainement pas le seul. Parce que nous sommes là au cœur de la problématique, de la mission, de la vie de chacun de nous sur terre. En tant qu'individu, bien plus qu'en tant qu'Africain. Nous sommes au cœur d'un dilemme. Je vous laisse avec cette réflexion. Utilisons le confinement pour produire de l'intelligence. Ne faisons pas comme on nous a enseigné ça à l'école primaire. Quand on fait la géographie, on ne fait que la géographie. Autrefois, on appelait les scientifiques des savants parce que c'était des personnes qui étaient rompues à toutes les disciplines. Ce n'est pas parce que tu es avocat, économiste ou bien tu es pharmacien que tu dois être déconnecté de la réalité géopolitique et géostratégique de tout. Tout ça va ensemble aujourd'hui. Les batailles que les peuples se livrent, que les États se livrent, elles sont souvent asymétriques, souvent invisibles. La plus grande bataille se passe dans le monde invisible. Et Dieu est là, en spectateur, il regarde. Je l'appelle le médecin de mon âme. J'ai d'ailleurs baptisé mon dernier album, le médecin de mon âme. Médecin de mon âme. Oui, parce que, comme par anticipation, j'étais convaincu du fait que lorsque toutes nos solutions médicales échouent, il n'y a qu'un seul recours et un seul répit. C'est le secours qui nous vient d'en haut. Mais quand j'ai dit ça, je n'annule pas l'effort qu'il faut continuer à fournir pour que la science avance. Mais avant tout, utilisons ce moment d'arrêt pour nous réorganiser. Moins de télénovelas, moins de distractions, moins de choses puériles et véniles qui ne nous apportent rien. Posons-nous les vraies questions. Identifions le sens de notre vie et donnons la direction à notre bateau. Je pense que
Nous vaincrons. À quel prix, je ne le sais. Serait bien malin qui pourra répondre à cette question. À quel prix je ne pourrai reprendre? Ça prendra du temps. Peut-être nous n'aurons même pas dans notre vie le privilège de voir la victoire. C'est bien qu'aujourd'hui, ces Africains qui étaient appelés migrants hier parce qu'ils venaient chercher la vie ailleurs, parce que tout le monde aspire à des meilleures conditions de vie. C'est bien qu'aujourd'hui, ça se passe dans le sens inverse. On a vu des bateaux italiens accostés dans les Caraïbes parce que les gens fuient la mort. Ils fuient la mort. Ils fuient la mort. Ils vont maintenant vers l'Afrique. Ils vont vers les Caraïbes à la recherche d'un peu de répit, je ne dirais pas de la vie, à la recherche d'un peu de répit. Sauf que là, on ne les appelle pas les migrants, hein, ce sont les touristes. Vous voyez? Vous voyez un peu l'ironie de l'histoire? Vous voyez? C'est machiavélique, c'est purement malsain, c'est purement inhumain. Aujourd'hui, la balle est remise au centre. Oui, la balle est remise au centre. Les rapports interhumains doivent être redéfinis. L'amour doit redevenir la véritable religion et la seule spiritualité à laquelle nous aspirons, quelle que soit la couleur de notre peau. Oui, aujourd'hui, nous sommes obligés de revoir nos paradigmes, revoir ce que nous considérons comme utile dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes obligés. Le confinement nous contraint et nous oblige. J'espère que nous en tirerons le meilleur. Je reviens très certainement demain dans une autre rubrique, dans le cadre des updates du Covid-19 et du coronavirus. Si vous avez des questions, posez-les. C'est en fonction de vos questions que nous allons apporter, vous distiller des peurs de la vie. S'il y a une chose que nous devons retenir, c'est qu'ensemble nous devons combattre une maladie. Pas le Covid-19, mais l'ignorance. Je compte sur chacun de vous pour qu'ensemble nous bâtissons cette citadelle du bonheur à laquelle, du bonheur auquel, autant pour moi, chaque être humain a droit et ne devrait être privé. Je vous aime, je vous embrasse. C'était le docteur Compagnie Moulima, la montagne sensible. Shalom. Restez dans la paix. Pas de peur. Le médicament de la peur, c'est la foi. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez boostés, restez vaillants. La patrie ou la mort, nous vaincrons.